y va, si vous voulez bien, Oui. Dominique. Parfait. Ben voilà, on va débuter donc ce webinaire. Je remercie toutes les participantes et participants d'être présents. Comme vous le savez peut-être, vous avez la possibilité de réagir en posant vos questions dans le module de conversation. Ce webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Et le support de présentation vous sera probablement transmis. Je n'ai pas vu ça avec Dominique, mais et sinon vous aurez la possibilité de le retrouver de toute façon sur la rediffusion. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter de la question des déchets du matériau et plus exactement avec Dominique Renard-Brasy qui va nous présenter sa solution, son application Akibo. Voilà. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci Dominique. Merci Mathias et puis merci pour l'invitation. Je suis Dominique Renard-Brasy, je suis la fondatrice et la dirigeante d'Afleia. Afleia en quelques mots, donc c'est une petite société qui est située à Saint-Quentin en Yvelines, qui a été créée en 2019 et en fait qui est spécialisée en valorisation des matériaux de déconstruction. Et donc, on a 3 pôles, un pôle conseil, un pôle formation, mais surtout un pôle digital. Et alors, je vais juste pousser un petit peu là. Et en fait, nos valeurs, c'est d'apporter de la simplicité, d'être vraiment focalisé sur la faisabilité et la tangibilité des résultats. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous conduit dans toutes les actions que l'on fait, que ce soit dans le conseil, la formation ou l'outil digital. Et donc, on a démarré le développement en 2021 d'Akibo, qui est un assistant digital au diagnostic PEMD. Donc, et on s'est vraiment focalisé sur ce diagnostic PEMD parce que dans la loi AGEC, il nous a semblé que c'était vraiment une brique indispensable à l'enclenchement de l'économie circulaire. Et notre conviction, c'est que sa numérisation est absolument nécessaire pour qu'il puisse jouer son rôle d'outil opérationnel et de déclencheur de l'économie circulaire. Alors, quelques chiffres clés pour Akibo. Donc, on a fait le développement en 2021, on a commencé à commercialiser en 2022, puisqu'il y avait des précurseurs qui lançaient déjà des diagnostics PEMD en 2022. Et on a fait un petit bilan sur les 12 premiers mois du diagnostic PEMD à partir du moment où ça a été réglementaire. Donc, on a dans l'outil 2,3 millions de tonnes qui sont inventoriées. On a 4052 bâtiments qui font partie en fait des inventaires qui ont été réalisés sous Akibo. Et un diagnostic moyen, c'est environ 3000 mètres carrés de 3 bâtiments. Et les diagnostiqueurs sur ces bâtiments font 260 enregistrements différents. Alors, enregistrements différents, c'est pas forcément des matériaux différents, mais c'est un matériau dans une localisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une saisie. Et on a environ 0,56 tonnes au mètre carré. Donc aujourd'hui, on est sur le marché. On a estimé qu'on avait environ 15 à 20% du marché des diagnostics. Le reste, c'est encore beaucoup d'outils Excel et puis d'autres outils aussi numériques qui existent sur le marché. Alors, des petits chiffres clés aussi à partager avec vous. En masse, sans surprise, en fait, la démolition, ça génère énormément de masse de gisements. Les déchets inertes également, on a beaucoup de béton qui sont inventoriés. Et parmi les déchets non inertes, non dangereux, on a qui représentent presque 23% de la masse. On a beaucoup de ferreux, beaucoup de fenêtres et beaucoup de bois. Et puis sur les déchets dangereux, qui représentent aujourd'hui 1,2, on a beaucoup d'enrobés et beaucoup de déchets amiantés. Et ensuite, il y a tout ce qui est plombé.
On a aussi des ratios, on voit de tonnes par mètre carré par typologie de travaux qui sont très différentes, puisqu'en démolition, nous, on capitalise 1,14 tonne de déchets ou de gisements par mètre carré, tandis qu'en rénovation significative, on est plutôt à 0,24. Donc, on a en fait la capacité effectivement de faire un certain nombre de statistiques grâce à la numérisation des diagnostics. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des outils d'autocontrôle pour les diagnostiqueurs pour avoir des systèmes d'alerte quand ils sont en dehors en fait des intervalles de confiance ou des intervalles sur certaines données. Alors, on voulait focaliser sur la partie réemploi, qui est un enjeu important pour le monde du bâtiment. Important parce que quand on regarde les seuils de la RE 2020 à 2030-2031, on voit bien que sans réemploi, ou sans biosourcé, c'est impossible d'atteindre les seuils qui sont demandés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire en fait d'activer pour pouvoir atteindre les seuils. Et donc, je voulais faire un petit focus sur le diagnostic PEMD au service du réemploi et particulièrement comment nous, on y répond à travers Akibo. Alors, déjà, je vais juste baisser un petit peu. On s'inscrit vraiment, nous, à Fleya, on s'inscrit dans un écosystème du réemploi et parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul dans son coin. Alors déjà, bon, on a aujourd'hui 95 sociétés clientes qui sont des diagnostiqueurs PEMD, soit des diagnostiqueurs, des sociétés de diagnostic qui sont spécialisées dans le diagnostic, soit des BE ou des AMO économie circulaire. On a les deux typologies de clients. Et puis, on est en liaison avec les acteurs du réemploi. Donc, on a mis en place, je vous le montrerai tout à l'heure, un annuaire des acteurs du réemploi intégré à l'outil. Donc, on a répertorié et créé cet annuaire pour permettre effectivement de faire le lien entre le diagnostic PEMD et les acteurs du réemploi. On fait aussi des liens avec les plateformes de réemploi, donc avec la plateforme du CSTB, avec différentes autres plateformes et on essaie de développer cette partie-là. Donc aujourd'hui, on fait un lien avec Upcyclea et l'outil Piré. Et on a été, d'ailleurs, on a eu le prix du meilleur outil de diagnostic PEMD Piré au congrès de l'USH en 2024. On fait un lien avec la plateforme grandestréemployé.fr, avec Scope, qui est plutôt spécialisé en Île-de-France. Et on travaille actuellement avec la métropole du Grand Paris, Cycle Up et Life Waste to Build, près de Toulouse. On a lancé également un projet de R&D partenarial avec la Maison de la Construction Métallique, je vais en parler tout à l'heure. Et on est intégré aussi dans un projet financé par l'ADEME et piloté par le CSTB qui s'appelle Hypercode et qui est chargé en fait de modéliser les durées de vie résiduelles et les processus de qualification des produits de réemploi. Donc sur 3 familles, on choisira 3 familles et nous on sera l'outil de captation de la donnée sur les chantiers. On a par ailleurs des activités associatives puisqu'on fait partie de Circolab, de l'INEC, du SPREC, qui est le syndicat des professionnels du réemploi. On a fait partie du groupe de travail sur la traçabilité à l'AQC. Personnellement, je suis aussi très impliquée dans tout ce qui est Lean Construction et je suis secrétaire de l'Institut français de la construction Lean. Parce que ça je fais une petite aparté, circularité et lean management vont bien ensemble. Et par ailleurs, je suis en train d'adhérer également au CEDRE, au syndicat des professionnels de la démolition et de la déconstruction.
Et puis, je suis impliquée aussi dans le travail normatif, puisque je suis co-animatrice de la commission AFNOR sur le diagnostic PEMD, X46D, et on est intégré dans la commission P01 sur le GT économie circulaire, et également au niveau européen dans le CEN-TC 350 et dans un groupe de travail qui traite des audits de prédéconstruction, qui est l'équivalent européen sur le diagnostic PEMD. Donc là, je vais focaliser, je regarde juste un peu l'heure, sur comment effectivement le diagnostic PEMD, et donc nous, comment Akibo y répond, favorise le réemploi dès le diagnostic PEMD. Donc, en fait, le diagnostic PEMD, hein, c'est vraiment la première brique qui permet de construire une stratégie économie circulaire sur les chantiers de démolition et les chantiers de rénovation significative. C'est un outil réglementaire, mais c'est avant tout un outil qui doit être opérationnel et qui doit permettre l'initialisation de la démarche économie circulaire et réemploi sur les chantiers. Donc, nous, on a considéré en fait les leviers essentiels justement pour favoriser le réemploi, et on a fait en sorte d'y apporter une réponse opérationnelle au service des diagnostiqueurs. Pardon, je vais essayer de mettre ça là. Donc, les photos ne sont pas réglementaires dans le diagnostic PEMD, mais on considère qu'elles sont essentielles comme aide à la décision sur la réemployabilité du matériau. Donc, ce qui veut dire qu'un diagnostiqueur qui voudra proposer des matériaux de réemploi se devrait d'y associer des photos. Et donc, nous, on permet au diagnostiqueur d'associer dès l'inventaire sur site des photos. C'est-à-dire qu'il fait sa saisie et il peut très, très facilement associer une photo. Vous voyez où il a un petit bouton, prendre une photo ou sélectionner une photo. S'il a déjà ses photos dans son appareil, dans son téléphone ou sa tablette, et il peut associer des photos. Donc ça, c'est un élément très important pour nous, et on a fait en sorte que ce soit facile et accessible aux diagnostiqueurs. Le deuxième levier, c'est la localisation. Donc ça, c'est réglementaire, hein, ça fait partie du décret. Il faut localiser les produits, les PEM dans le diagnostic, mais dans le décret, les arrêtés, il n'est pas notifié en fait le niveau de précision que doit avoir cette localisation. Et nous, on considère que pour les produits réemployables, il est vraiment important de localiser précisément les produits réemployables. Et c'est pour ça qu'on a introduit dans l'outil plusieurs niveaux de localisation que le diagnostiqueur peut activer ou pas. Donc, l'outil est très flexible. Et en fait, vous voyez, là, on est dans un bâtiment. Donc, l'opération comprend plusieurs bâtiments. Là, on est dans un bâtiment, le bâtiment 2. Vous avez des macro-zones, donc toiture, étage, rez-de-chaussée. Et à l'intérieur de ces macro-zones, vous pouvez rentrer des pièces ou des zones plus petites. Et à l'intérieur, ensuite, vous aurez encore la possibilité de rentrer des informations textuelles pour encore préciser le niveau de localisation. Donc, on met ça à disposition effectivement de façon très facile au diagnostiqueur, et on lui donne aussi la possibilité de rentrer des plans et de pastiller ces plans avec son inventaire. Donc là, vous voyez par exemple, le diagnostiqueur a positionné une petite pastille qui correspond à un lavabo sur colonne céramique bleue. Il l'a positionné sur le plan. Et ça, ça aussi, on a fait en sorte que ce soit très rapide et très facile à réaliser pour le diagnostiqueur. Un troisième levier, c'est la façon dont les PEM, les produits réemployables, vont être caractérisés. Donc aujourd'hui, dans les décrets,
Il est demandé l'âge, il est demandé l'état de conservation et le mode d'assemblage. Et nous, on a décidé de proposer, quand cela est pertinent, des caractérisations plus précises et plus ciblées des matériaux à l'aide de formulaires complémentaires qui vont être mis à disposition du diagnostiqueur si effectivement il pense que c'est judicieux d'entrer ces informations supplémentaires. Donc, il pourra rentrer les couleurs, les types de finition, d'assemblage, etc. Là, on est en train d'échanger, par exemple, avec la maison de la construction métallique sur les caractéristiques qu'il souhaiterait voir documentées quand le produit est jugé réemployable. Et on est en train d'incrémenter justement des formulaires spécifiques à leur produit. Quatrième levier, c'est l'activation des filières locales de réemploi. Et nous, on est convaincus que l'accès aux filières locales renforce le réemploi. Et donc, on a créé un annuaire qui est intégré à l'outil de diagnostic PEMD, qui comprend les acteurs du réemploi avec leur géolocalisation. Et le diagnostiqueur, en fait, quand il entre son opération dans l'outil, l'opération est géolocalisée par l'adresse et ensuite on va lui proposer en fait les acteurs qui sont à proximité de l'opération. Alors, il a la possibilité de choisir des acteurs généralistes ou bien spécialisés, et il a la possibilité aussi de modifier, enfin de restreindre la distance au chantier. Et ensuite, il a tous les acteurs qui sont classés par ordre de distance avec des fiches. Alors là, vous ne le voyez pas, mais en fait, quand il a une petite fiche qui apparaît descriptive avec les contacts. Et la possibilité d'inclure cela aussi dans son rapport de diagnostic pour mettre à disposition du donneur d'ordre. Et puis, avant-dernier levier, la traçabilité. Alors ça, c'est un sujet très, très important sur lequel on travaille aussi, puisqu'on est persuadé que la traçabilité va assurer qualité et sécurité pour permettre le réemploi des matériaux. On a échangé pas mal avec un bureau de contrôle qui, effectivement, émet l'avis que plus il est impliqué tôt dans le partage des informations sur les matériaux, plus il pourra effectivement travailler en collaboratif et assurer que les conditions de réemploi de ces matériaux soient bien remplies. Donc nous, ce que l'on fait actuellement, c'est que on permet l'édition de fiches ressources pour tous les diagnostics et pour les matériaux qui ont été jugés réemployables. Et c'est pour nous la première étape de la traçabilité. Et donc, voilà, sur la fiche matériaux, alors là, c'est juste un extrait de la fiche matériaux, on commence à rentrer toutes les informations de caractérisation du matériau qui vont être utiles et les propositions de réemploi. Dernier point, on en a parlé un peu, c'est la continuité numérique. Donc ça, c'est tout ce qui peut faciliter la mise en place et le développement des chaînes de valeur autour du réemploi. Donc nous, dans l'outil, on va mettre en forme en fait des fichiers de partage d'informations et des exports vers des plateformes de réemploi. Donc aujourd'hui, on a les plateformes du CSTB, Piré, réemployé.fr, Scope, et puis bientôt d'autres. Et on est aussi en contact avec des acteurs qui sont en recherche de gisement. Donc, on travaille par exemple avec la maison de la construction métallique et d'autres acteurs. On est rentré en contact par exemple avec Circable, avec Réempro, qui effectivement réfléchissent à la massification de la recherche de gisement. Et l'outil permet de faire des exports vers ces plateformes. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur
sur le diagnostic PEMD au service du réemploi et comment nous, on y répond. Et puis, nous, dans notre feuille de route, on a des applications qui sont en cours de développement. Une qui est une application pour le maître d'ouvrage quand il a des diagnostics qui sont faits sous Akibo. Il peut les consulter de façon numérique et avoir accès à un certain nombre de données complémentaires. Et puis, sur la traçabilité des produits de réemploi. Donc là aussi, on a une application qui est en cours de développement pour justement renforcer cet aspect traçabilité qui est initialisé par le diagnostic PEMD et par Akibo. Voilà, j'ai fini moi ma présentation formelle. Je tiens à peu près, voilà, on avait dit à peu près ce temps de présentation et de garder le reste du temps pour des questions-réponses. Oui, merci Dominique. C'était très clair. Il nous reste effectivement du temps pour prendre des questions. Je n'en vois pas pour l'instant, mais moi j'en ai quelques-unes tout de même. Un petit peu sur la possibilité là de réaliser des photos, d'aller un petit peu plus loin. Finalement, on se rapproche du diagnostic ressources. Pourriez-vous nous expliquer un peu la différence entre ces deux diags? C'est une question qui revient parfois souvent. Oui, alors d'ailleurs, on est en train de travailler avec le SPREC sur ce sujet. Clairement, en fait, on travaille aussi pas mal sur la sémantique, parce que tant qu'il n'y avait pas le diagnostic PEMD, effectivement, on parlait de diagnostic déchets et de diagnostic ressources, puisque le diagnostic déchets ne comprenait pas le volet ressources. Et là, on est en train vraiment d'essayer de renforcer le diagnostic PEMD avec le volet ressources quand c'est pertinent, hein, parce que c'est pas toujours pertinent, mais quand c'est pertinent vraiment d'avoir un volet ressources qui est bien documenté dans les diagnostics PEMD et de parler plutôt ensuite d'études complémentaires sur la ressource qui vont être déclenchées par le diagnostic PEMD. Donc, le diagnostic PEMD, c'est une logique d'entonnoir. Hein. C'est-à-dire on commence par faire l'inventaire exhaustif de tous les matériaux qui vont être récupérés, soit pour passer en déchets, soit pour être réemployés. Donc, c'est un premier niveau de caractérisation. Et ensuite, il faut passer le relais justement à de l'étude complémentaire sur la volet ressources. Et en fonction du diagnostic PEMD, en fait, on pourra décider de tests de dépose ou de tests de qualification, de requalification, d'études économiques, technico-économiques, de renforcer certains aspects de la ressource. Donc, on est en train de glisser, effectivement, on parle de moins en moins, en tout cas, on souhaite parler de moins en moins de diagnostic ressources, plus de parler d'études complémentaires au diagnostic PEMD et qui seront plus ciblées, plus approfondies et plus ciblées sur les matériaux de réemploi. Donc, nous, effectivement, on travaille pour que dès le diagnostic PEMD, il puisse y avoir des éléments réutilisables par les personnes qui vont faire ces études ressources complémentaires qui seront sans doute nécessaires pour développer tout ce qui est réemploi, particulièrement in situ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans les explications. Pour moi, oui. Justement, sur le devenir de ces matériaux, le choix et le réemploi in situ. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer aujourd'hui là, dans ces divers diags réalisés par Akibo sur la part de réemploi in situ, sur la posture à la fois des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage sur ce sujet? Parce que le réemploi in situ, finalement, est peut-être le nec plus ultra, moins de transport, enfin pas de déplacement du matériau, où il reste à proximité immédiate, etc. Ce qu'on voit, c'est que tous les matériaux n'ont pas les mêmes besoins de requalification. Donc, il y a des matériaux qui sont faciles en fait à réemployer ou à réutiliser.
Il y a des matériaux qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, on voit effectivement une certaine segmentation dans le réemploi. Après, ce que l'on nous on préconise, c'est que les acteurs, quand il y a du réemploi in situ, c'est que les bureaux de contrôle ou bien les AMO économie circulaire ou les concepteurs soient vraiment impliqués très tôt dans le processus de décision et dans le processus de conception pour que ce soit bien pris en compte, quoi. Donc ça, c'est vraiment des facteurs clés de succès, c'est que les concepteurs soient intégrés assez tôt dans cette stratégie de réemploi in situ. Oui. Après, ce que l'on voit aussi, mais ça dépasse le diagnostic PEMD, c'est que un maître d'ouvrage qui aurait la volonté effectivement d'utiliser les matériaux de réemploi venant d'autres chantiers, le sujet du sourcing et de la qualification des matériaux est clé. Donc, plus il y a d'informations sur les matériaux de réemploi, plus ce sera facile en fait d'aller sourcer des matériaux de réemploi. Donc, c'est pour ça que nous on s'investit aussi beaucoup dans cette traçabilité et dans cette caractérisation plus fine des matériaux pour que justement on augmente les chances de réemploi des matériaux. Après, sur la typologie, en fait, sur les stratégies économie circulaire des donneurs d'ordre, on voit plusieurs typologies. Il y a des précurseurs, c'est-à-dire des gens qui ont inscrit effectivement vraiment le réemploi comme une stratégie d'entreprise et qui ils vont alors progressivement quand même, mais de façon quand même assez volontaire. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a des donneurs d'ordre pour qui c'est encore ça paraît quand même très compliqué, très inaccessible et qui ne souhaitent pas entrer dans cette démarche-là encore. Je pense que tout ce qui est fait pour simplifier justement les démarches, ça aidera à ce que ça puisse se développer au plus grand nombre, quoi. Mais c'est une démarche qui paraît encore, je pense, compliquée ou facteur d'incertitude ou facteur de délai. Et donc, nous, on travaille justement, on pense que ce diagnostic PEMD, c'est une clé pour réduire ce niveau d'incertitude et pour réduire, pour augmenter la simplicité de la démarche. La présence, le fait d'utiliser Akibo sur site, quelle est sa plus-value? C'est-à-dire par rapport à une autre manière de diagnostiquer, c'est la possibilité de prendre directement des photos, d'ajouter des informations complémentaires et notamment les coloris, les tailles. Ouais. En fait, nous, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est que le temps du diagnostiqueur sur site soit vraiment du temps très, très utile pour au service des matériaux. Donc, nous, on va essayer de le guider. Donc, il y a l'avantage à utiliser Akibo, c'est que c'est très guidé, c'est-à-dire qu'on a des formulaires à remplir, donc on ne peut pas oublier une information et donc on organise, on organise et on guide la saisie de l'information. Effectivement, par ces formulaires-là qu'on développe très ciblés sur les produits, on va aller encore plus loin dans la finesse de caractérisation des matériaux. Et après, on essaie effectivement que le diagnostiqueur, on lui fait gagner du temps sur tout ce qui est tâches chronophages. Quand il a, par exemple, des matériaux, les mêmes matériaux aux étages, on va lui faciliter les duplications, etc. Ça, c'est des tâches qui sont chronophages et qui n'ont pas d'intérêt. Ce qu'on veut, nous, c'est que vraiment le temps sur site soit du temps utile à la caractérisation des matériaux. Donc, c'est ça notre fil directeur.
Et c'est comme ça que voilà, on développe l'outil. Et les retours que l'on a, sont plutôt favorables voilà, sur notre mission. Donc, euh, et on va continuer hein, à essayer de faire ça, c'est de faire en sorte qu'ils gagnent le plus de temps possible sur le terrain pour que ce soit du temps utile. Merci pour cette réponse. J'ai une question dans le chat. Oui. Enfin, deux questions, mais qui sont liées. Sur quelle base partez-vous pour l'annuaire des filières locales? Et je lis la deuxième dans la foulée. Peut-on ajouter des acteurs non répertoriés, que ce soit sur le Diag ou dans votre base de données? Alors, sur la base des acteurs du réemploi, c'est une base qu'on a créée nous. Donc, aujourd'hui, on a 98 acteurs qui sont répertoriés. En fait, on est allé chercher des acteurs sur des bases existantes, comme Opalis, etc. Mais on les a recaractérisés, c'est-à-dire qu'on a revérifié, redocumenté par des contacts directs. Et puis, notre réseau, notre propre réseau, hein, puisqu'on est, on est très impliqué dans des réseaux associatifs, etc. Et dans l'écosystème, on a rajouté, dès qu'on a des acteurs, on les rajoute pour les mettre à disposition des diagnostiqueurs et des AMO économie circulaire. Donc, c'est une base que nous administrons et que nous allons continuer à documenter. Donc, il est possible, alors sur la partie acteurs de réemploi, il est possible d'ajouter des acteurs. Là, ça passe par, faut nous envoyer effectivement les informations et après, on prend contact direct avec les acteurs pour avoir toutes les informations nécessaires à l'établissement de leurs fiches et la mise à disposition dans l'annuaire. Après, sur la partie matériaux, on met à disposition une base de données de matériaux qui compte 3000 matériaux aujourd'hui, que nous avons créés et que nous avons, en fait, c'est des matériaux qui sont pré-caractérisés. Donc, le diagnostiqueur s'appuie sur ces matériaux-là pour rentrer les caractéristiques, mais qui sont propres au projet. Mais tous les matériaux sont déjà pré-caractérisés. Et le diagnostiqueur, s'il a la possibilité, on lui a donné la possibilité de rentrer ses propres matériaux, donc de compléter la base de données Akibo avec des matériaux complémentaires. Mais ces matériaux complémentaires ne sont pas mis à disposition de tous les clients Akibo. Ils restent à disposition des diagnostiqueurs de la société de diagnostic. Voilà. Donc, il y a une base commune à tout le monde et puis la possibilité de la compléter par ses propres matériaux. Voilà. Une question complémentaire à celle-ci, et merci pour la réponse. Sur les 98 acteurs aujourd'hui recensés, ils sont principalement en Île-de-France ou on a d'autres bassins de vie qui sont touchés, je pense peut-être aux grosses villes françaises? Oui, en fait, il y en a partout. Après, on a des acteurs on a effectivement des pôles plutôt actifs autour de l'Île-de-France, autour de Lyon, enfin des grandes métropoles. On voit effectivement des acteurs, mais en fait, on en a partout. On en a partout. Mais ça me fait penser que je pourrais faire effectivement une petite étude de la distance moyenne des chantiers au premier acteur de réemploi. Ça pourrait être intéressant. De voir ça, oui. Ouais. Ça m'amène à cette remarque suite à l'étude de Cycle Up sur le coût économique, l'équation économique du réemploi, ou en tout cas sur les aspects carbone, un WC ou un sanitaire, vu qu'il est en céramique, un matériau, on va dire, à fort contenu énergétique. Je crois qu'il pouvait parcourir jusqu'à 2,5 fois le tour de la planète avant de voir son bilan carbone grignoté par le transport. Alors, ceci étant, je pense que c'est tout de même une exception et que de manière générale, il est préférable d'utiliser des matériaux locaux, mais peut-être de ne pas tomber dans une forme de dogmatisme où on veut absolument des matériaux locaux, puisque certains d'entre eux peuvent venir d'un peu loin et rester vertueux. Oui, c'est le sujet de la massification, en fait, le sujet de la massification. Parce que pour diminuer les coûts, il faut que les filières s'organisent et pour qu'elles s'organisent, il faut qu'il y ait une étape de massification ou d'industrialisation qui se fasse.
Et récemment, j'ai échangé avec Circable, qui est une filière de réemploi des câbles électriques. Et en fait, ils ont fait des études eux aussi sur le bilan carbone, et ils peuvent aller chercher en fait des câbles, par exemple. Ils sont dans le nord, hein, ils sont près de Lille, et aller chercher des câbles à Marseille, c'est encore largement économique en carbone, quoi, et économique tout court, mais aussi du point de vue environnemental. Parce qu'en fait, la matière première, enfin, l'extraction des matières premières, le cuivre en l'occurrence, ou bien la silice et puis tout le processus de fabrication, c'est extrêmement énergivore, et puis ça émet beaucoup de CO2. Et donc, faire des petits tours en camion, alors je ne dis pas ça de façon ironique, mais c'est rien, en fait, c'est rien à côté. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on développe aussi ces ordres de grandeur. Enfin, il faut qu'on arrive à avoir ces ordres de grandeur-là pour prendre les bonnes décisions. Et nous, on essaie effectivement de favoriser la prise de décision pour que justement on bascule dans l'économie circulaire. On remarque des fois que pour les démarches vertueuses, le niveau d'exigence est supérieur. C'est-à-dire pour les matériaux biosourcés, on voudrait aussi qu'ils soient locaux, mais néanmoins, ils sont déjà biosourcés, donc a priori un petit peu plus vertueux. Le réemploi, c'est la même chose. On voudrait absolument de la proximité, ce qui s'entend et ce qui est parfaitement logique. Mais effectivement, il faudra rappeler que certains produits ne sont pas tout à fait soumis à cette règle de la proximité, en tout cas sur leur impact environnemental réel. Oui. En fait, c'est typiquement, par exemple, un chemin de câble. Autant le trouver localement si on peut. Enfin, voilà. Ouais. Après, voilà, ça se transporte. Les câbles, là, il y a besoin d'une requalification un peu plus poussée que les chemins de câbles. Donc là, il y a besoin d'une massification. Mais par contre, ça se transporte très très bien, et par rapport au bilan carbone, pour le coup, ça vaut le coup, quoi. Donc, mais ça sera certainement propre à chaque matériau, à chaque filière, et ça, c'est une montée en compétences et en connaissances qui est en train de se faire au fur et à mesure que les filières se mettent en place, quoi. Donc, par exemple, Cycle Up, ils montent cette filière de sanitaire, ils font les études et ils portent la connaissance effectivement après. Circable, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, on a Orac aussi, je crois, sur les revêtements de sol. Sur des moquettes, ouais. Donc, des acteurs qui se spécialisent, en définitive. Qui s'organisent en filière, et la maison de la construction métallique, là pour le coup, comme c'est assez pondéreux, ils ont réfléchi autrement. En fait, ils ont un petit camion, ils mettent en place un petit camion laboratoire, hein, qui va sillonner la France pour requalifier les produits. Donc en fait, là, on est plus on évite de transporter les charpentes métalliques, et c'est plutôt en fait un travail de filière qui est fait autrement, avec un labo mobile. Donc chaque filière va s'organiser effectivement en fonction de ses contraintes. Ce qu'il faut, c'est qu'on facilite effectivement l'accès aux informations, et pour pouvoir accélérer, quoi. Pédagogiquement également. Une question est en cours de rédaction, du moins je l'espère. Sinon, moi, je n'en ai plus. Enfin, si, peut-être une dernière, on attend qu'elle arrive, mais je vois qu'elle n'est plus en cours de rédaction. Si, c'est revenu. Je suis diagnostiqueur. Comment, moi, je retrouve Akibo, Afleia, comment je m'y prends pour utiliser le produit? Est-ce qu'il y a des démos gratuites? Comment ça se passe? Oui. Alors, tous les mardis matins, on fait une démo gratuite. Donc, à 9h30, il suffit de nous envoyer à contact@afleia.com un petit email, et on vous inscrit, on vous propose les créneaux du mardi. Donc, c'est tous les mardis, hein, à 9h30.
Et ensuite, on a fait un outil qui est très flexible, c'est-à-dire que on vous crée un compte, c'est gratuit, et puis après, bah, quand vous avez une opération, vous pouvez acheter enfin, un projet sur l'application, et puis c'est tout de suite disponible. Et puis, il y a des sessions on organise des formations. Alors, la prise en main de l'outil, c'est gratuit, c'est 1 heure, en plus des démos là, dont j'ai parlé. Et puis après, on a des sessions de formation qui sont payantes, 3 heures sur un exercice simulé de diagnostic, ou bien en fait, on a quelqu'un chez nous qui se déplace aussi, qui peut se déplacer et accompagner lors des premiers diagnostics. Ça aussi, c'est payant. Mais voilà, il passe une journée avec vous sur site lors de la première utilisation d'Akibo. Et Alors donc, là, premier là, réflexe, oui. un mail à contact@afleia.com comme premier Oui, c'est réflexe. ça. Et puis, on rentre en contact avec vous, puis on définit voilà, la meilleure façon de vous mettre effectivement sur l'outil. D'accord. J'ai une question. Que pouvez-vous apporter précisément au maître d'ouvrage dans un projet de démolition? Alors, on travaille sur un maître d'ouvrage, on travaille sur justement la fourniture des informations précises dans les pièces DCE. Donc, tout ce que, en fait, nous, on a comme visée que le donneur d'ordre puisse réutiliser les informations du diagnostic, pour prendre des décisions, donc qui vont impacter la conception, et deux, qui puisse effectivement enrichir ses pièces marché avec bah, les éléments dont il va avoir besoin. Donc, on va lui fournir de l'information. Il pourra trouver tout son gisement organisé par bâtiment, enfin, travailler sur les flux. Nous, on va rendre ça possible parce que la donnée, elle est disponible dans l'outil et elle est accessible facilement. Et on est aussi en train de travailler, donc toutes les cartographies de plans, etc., c'est accessible. On est en train de travailler sur cette application pour les maîtres d'ouvrage où ils pourront consulter et extraire des données de façon numérique depuis une application numérique et aussi des indicateurs complémentaires de performance des scénarios, mais aussi en lien avec la CSRD ou les labels BRIM, c'est-à-dire qu'ils pourront aller chercher en fait ce que va rapporter en fait le scénario en termes de points pour les labels BRIM ou bien pour documenter la CSRD. Et on est en train de travailler aussi le CERFA de récollement pour faciliter en fait la documentation du CERFA de récollement. Donc on le met déjà à disposition en état zéro au moment du diagnostic PEMD. Et on est en train de travailler justement sur cette application de traçabilité pour que ce CERFA de récollement puisse être documenté automatiquement dans l'outil et qu'on puisse avoir accès, que le donneur d'ordre puisse avoir accès aux causes d'écart entre le diagnostic PEMD et le CERFA de récollement et qu'il puisse travailler sur des plans de progrès avec ces entreprises, au moins de savoir ce qui s'est passé et comment, aux prochaines opérations, sur quel levier il peut éventuellement agir pour que justement il puisse progresser dans sa stratégie d'économie circulaire. Vraiment, c'est le sujet de la faisabilité, de la tangibilité. Nous, on veut vraiment que on soit un accompagnateur de progrès du développement de l'économie circulaire, sans fixer des objectifs irréalistes, mais vraiment pas par pas, et de rentrer dans des démarches de progrès continu, en fait. Voilà. Et c'est le lien avec le management en ligne, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Merci. Une autre question. Serait-il possible de faire le lien entre le diagnostic PEMD et les filières de gestion des déchets de la REP? Oui, alors déjà dans l'outil Akibo, on propose, en fait, on fait un tableau. Alors, je pourrais peut-être vous montrer si il y arrive. Ah,
c'est pas ça. En fait, on fait déjà un lien avec la REP et ça, on essaie de le développer. Je vais juste vous montrer très rapidement sur l'outil. Si on a un peu de temps, oui, Oui. encore un peu. Alors, j'ai un réseau qui n'est pas terrible. Voilà. Donc, on a un projet, nous, dont on se sert tout le temps. Bon, je vais vous prendre une démo au hasard. Et en fait, on met à disposition du diagnostiqueur un certain nombre d'indicateurs. On les met aussi à disposition du maître d'ouvrage dans l'application qui lui est destinée. Et donc, il y a un certain nombre de tableaux de performance. Et on met en fait un tableau récapitulatif de la REP, c'est-à-dire que tous les flux de déchets, on va les répartir dans les catégories REP. Et on va indiquer au diagnostiqueur la performance du recyclage en 2021, les objectifs qui sont recherchés pour 2027 et le résultat du scénario. Donc, par exemple, sur le bois, là, aujourd'hui, on est à 41% de recyclage. Dans le gisement, il y a 0,83 tonnes. On cherche à aller à 45% de recyclage en 2027 et le scénario propose 95% parce que sans doute qu'il a mis tout le flux en recyclage panneau. Et on essaie aussi de donner, alors ça on ne le fournit pas dans le rapport de diagnostic, mais on le donne au diagnostiqueur, des ordres de grandeur. Donc c'est vraiment des ordres de grandeur, parce que c'est des moyennes France, d'économie de la REP sur le coût de traitement. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les coûts de traitement moyens des déchets et on estime voilà, ce que ça peut faire gagner en fait au maître d'ouvrage sur la REP. Donc on essaie effectivement de lier diagnostic PEMD et REP parce qu'on sait que il y aura du réemploi, mais après les déchets, le maître d'ouvrage a tout intérêt à, dans les pièces des CE, à demander à ce qu'il y ait du tri qui soit fait et du tri sélectif au maximum et de passer par la REP. Donc, le DIAC PEMD est un outil qui permet d'organiser ça pour le maître d'ouvrage. C'est une belle démonstration pour la réponse à cette question, en tout cas. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous le souhaitez, on s'arrête là. Et si vous le souhaitez, on peut parler un peu de Lean ou aussi de votre actualité. Je crois que vous avez une actualité littéraire quand même. On peut peut-être en parler quand même rapidement. Oui, je vous remercie. Donc, effectivement, on a publié chez Duno un ouvrage avec Karim Bedia qui s'appelle La construction circulaire et en fait les enjeux et les outils. Et ce livre est vraiment focalisé sur le numérique, comment le numérique vient soutenir la construction circulaire. Bon, ça, c'est une conviction personnelle, hein. Sans numérique, je pense que sans partage de la donnée, la construction circulaire va avoir du mal à se développer. Donc ça, c'est une conviction personnelle qu'on a essayé et qui est partagée par Karim. Et on a essayé effectivement de la transcrire dans cet ouvrage, donc qui est en plusieurs parties. On commence par décrire tout ce qui est enjeu de l'économie circulaire, et puis après de focaliser sur tout ce qui est possible de faire en numérisation, tout ce qu'apporte la numérisation. Et on a aussi détaillé plusieurs études de cas pour montrer que c'est faisable et qu'il y a des acteurs qui bougent. En fait, on a essayé de donner au maximum d'informations sur justement comment s'organise le secteur pour réussir ce challenge-là. Et effectivement, moi je fais un lien très très fort avec le Lean, le management Lean, parce que au-delà des outils,
il faut vraiment que derrière, il y ait un management qui soit vraiment adapté à l'exploitation de la donnée. Et le management de Lean, c'est vraiment le progrès continu. C'est comment tous les acteurs de la chaîne, tous les acteurs qui contribuent à produire de la valeur, s'emparent des données pour en faire des axes de progrès. Et donc ça, on fait le lien effectivement avec le management Lean. Et moi, je suis assez impliquée dans tout ce qui est démarche Lean, Green, puisque pour moi, en fait, pour réussir à passer au Green et particulièrement à la construction circulaire, on ne pourra pas le faire sans un management adapté et sans doute assez différent de ce qui existe aujourd'hui. Et pour moi, en tout cas des études que j'ai faites, le management Lean est celui qui répond point par point aux besoins on a de changer aussi notre façon de manager les opérations. Les opérations et l'écosystème. La relation aux sous-traitants, la relation aux partenaires, la relation aussi aux collaborateurs. Et voilà. Donc, on a sorti effectivement cet ouvrage début septembre. Et voilà. C'est gentil de le mentionner. Ah, mais c'est la moindre des choses. Et puis, c'est un ouvrage de toute façon qui peut être utile à tout un chacun, enfin, en tout cas, aux concernés sur le sujet, aux curieux. Et j'ai mis donc les références dans le module de chat. Merci beaucoup. Ben, c'est bien normal. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous propose de conclure. Hein. Je crois que c'est tout bon. Si vous voulez ajouter quelque chose, Dominique, vous avez encore quelques minutes, hein, mais sinon, je peux vous libérer. Oui, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour la partie interactive parce que ça nous permet de comprendre quels sont les points de focalisation, les points d'intérêt, etc. pour l'outil. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité qui nous fait aussi progresser voilà, dans notre connaissance du marché. Je vous remercie en retour d'avoir accepté cette invitation. Je remercie tous les participants qui eux-mêmes vous remercient pour la présentation. Voilà. Merci. Et puis donc pour en savoir plus, prendre contact avec vous, hein, je le répète, contact@afleia.com. C'est un peu la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée et tout le monde a accès à cette boîte chez nous. Donc voilà, les personnes les plus à même de répondre prennent le relais. Super. Merci encore. Au revoir. Au revoir.